Des sons, des odeurs, des images, des saveurs. Un voyage au Vietnam a des airs de fête des sens. Au carrefour de l'histoire et des civilisations, le Vietnam conserve l'héritage des cultures qui l'ont imprégné. Une population toujours en mouvement répond au bouillonnement des cités qui se projettent vers le futur. Le va-et-vient des vélos, les cris des marchands côtoient le recueillement dans les pagodes. Des tribus montagnardes du Nord aux pêcheurs du Sud, difficile de faire entrer le Vietnam dans une carte postale. Ce pays a beaucoup plus à offrir. Une histoire en mouvement d'une extraordinaire richesse. Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, cristallise tous les paradoxes du Vietnam d'aujourd'hui, pris entre une histoire ancienne, son passé colonial, le régime communiste et la marche forcée vers les horizons flamboyants de la société de consommation. Ici, les changements qui balaient le Vietnam sont les plus évidents. Cette ville attire des gens venus des quatre coins du pays, dans l'espoir d'améliorer leur situation. On touche ici le cœur et les paradoxes du Vietnam moderne. Les motos, les téléphones portables et les mini-jupes de la nouvelle génération cohabitent avec les pagodes, les convictions politiques et la foi religieuse des plus anciens. Marx vous parle et MTV lui répond. Ho Chi Minh Ville n'a pas rompu avec son ancien nom. Les gens d'ici l'appellent toujours Saigon. Direction Cholon, le quartier chinois. Le marché de Binh Tai est un chef-d'œuvre d'architecture chinoise avec en son centre la tour de l'horloge. Le riz vient de la terre, la mer et les fleuves apportant le poisson. Ces deux ingrédients dressent les fondations de la cuisine vietnamienne. La très grande longueur de leurs côtes offre aux Vietnamiens une diversité importante de crustacés, de coquillages et de poissons. Plusieurs étals sont spécialisés dans la découpe et la préparation du poisson en fonction des recettes. On trouve également au cœur de ce quartier chinois les produits phares de cette cuisine comme le canard laqué. Si on peut juger d'une cuisine à la diversité des produits proposés, incontestablement le Vietnam est dans le haut du panier. Après les produits stars, dans les seconds rôles, on compte une myriade de racines âcres et de plantes aromatiques qui donnent aux encas, aux soupes, aux ragoûts leur saveur corsée et originale. On trouve un peu partout du pho, cette soupe aux nouilles. Elle constitue un repas complet et équilibré, pratique et économique. Les marchands ambulants contribuent à animer les marchés en jouant les équilibristes au milieu de la foule avec leur système de plateaux à balancier. Un peu partout dans la ville, on trouve des édifices religieux, essentiellement des pagodes de divers styles, chinoises ou vietnamiennes. 4 grandes religions ont façonné la vie spirituelle du peuple vietnamien. Le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme et plus tardivement le christianisme introduit par les missionnaires. Mais la très grande majorité de la population se déclare bouddhiste. On peut rentrer facilement dans les pagodes à condition de se déchausser pour profiter du calme méditatif des lieux, des prières des moines et des vapeurs d'encens. À proximité du marché se trouve une pagode construite par la congrégation de Canton au début du XIXe siècle. La pagode Tien Hao est dédiée à la déesse de la mer. La croyance veut que cette divinité puisse traverser les océans sur un tapis et chevaucher les nuages pour sauver les bateaux en difficulté. Les familles de pêcheurs viennent ici demander la protection de la déesse. Les volutes d'encens s'élèvent comme autant de requêtes.
Sur l'autel, 3 statues de Tien Hao en file indienne sont encadrées par 2 gardiens. Vestige de la colonisation, la cathédrale Notre-Dame date de 1883. Au moment des messes, on voit une foule se rassembler. Beaucoup restent sur le parvis assis sur leurs motos. De nombreux étrangers venant assister à l'office, les prêtres parlent indifféremment le vietnamien, le français ou l'anglais. Juste en face, la poste est un monument d'inspiration coloniale à la française. Ce type d'architecture assez fréquente au Vietnam donne aux visiteurs français des impressions de déjà-vu. Mais attention, pas d'attitude arrogante, ce pays nous a infligé une cuisante défaite et l'on sait comment s'est enlisée la plus puissante armée du monde. Les Vietnamiens revendiquent fièrement leur identité. Parmi les nombreux marchés couverts, le Ben Thanh est le plus vivant et le plus coloré de la ville. L'entrée principale, surmontée d'un beffroi et d'une horloge, est devenue l'emblème de Saigon. On y trouve toutes sortes de produits d'alimentation. Construit en 1914, le marché Ben Thanh était appelé les Halles centrales par les Français. La grande variété de fruits et légumes et d'épices dans le sud, liée à la proximité du Mékong, offre une très grande variété de produits à l'origine d'une cuisine savoureuse. On y cuisine des currys depuis la nuit des temps, même si contrairement à la version originale indienne, ils ne sont pas très relevés. La vie artistique est très riche et souvent influencée par la région. Le parc Yat possède une collection superbe et notamment des œuvres de Pham Nguyen, un artiste originaire d'Haiphong, séduit par la beauté et la spiritualité des nonnes bouddhistes. Auparavant appelé Musée des crimes de guerre chinois et américains, le Musée des souvenirs de guerre est l'un des plus visités par les Occidentaux. La plupart des atrocités montrées ici ont été largement diffusées en Occident. Il n'empêche que le détail de ces exactions, présentées par les victimes elles-mêmes, reste très impressionnant. La guerre a laissé ici des traces profondes où pratiquement aucune famille n'a été épargnée. Autre lieu spectaculaire témoin du conflit, le palais de la Réunification étonne par son architecture moderne. Symbole du gouvernement sud-vietnamien, le bâtiment est resté tel qu'il était le 30 avril 1975, jour où la République du Vietnam cessa d'exister. Dans la circulation chaotique de Saigon, on a souvent l'impression d'être dans un jeu vidéo. Les motos et les cyclos arrivent de toutes parts. La règle du jeu est simple, éviter l'impact. On croit souvent que sa dernière heure est arrivée. Pourtant, à l'ultime instant, chacun trouve miraculeusement une brèche. Le jeu se corse en cas d'inondation, mais visiblement, tout le monde semble habitué à circuler dans ces conditions sans déplorer pourtant beaucoup d'accidents. La nuit, le centre de Saigon continue de vivre à un rythme effréné, toujours emporté par le tourbillon des motos qui serpentent entre les anciens bâtiments coloniaux français. L'ancien hôtel de ville constitue l'un des principaux points de repère de la ville, un point de rendez-vous facile pour continuer ensuite jusqu'au bout de la nuit. Quittant Saigon pour l'extrême sud du pays, on gagne le delta du Mékong. Un voyage dans le grenier à riz du Vietnam permet de mieux appréhender l'importance des agriculteurs qui travaillent chaque jour pour alimenter les 85 millions d'habitants du pays. Le delta du Mékong nourrit non seulement ses habitants, mais le pays tout entier et destine une part importante de sa production à l'exportation. Le delta du Mékong étincelle de multiples couleurs, du vert chatoyant des rizières au bleu et blanc des uniformes des écoliers à bicyclette.
Dommage que la pollution nous prive du sourire des élégantes vietnamiennes. Can Tho est la principale ville de la région. Centre politique et culturel du Mékong, l'économie locale est essentiellement agricole. Cette ville accueillante et trépidante est reliée aux autres agglomérations du delta par un réseau de canaux et de rivières. Les marchés flottants voient converger de nombreux grossistes et cultivateurs. À la différence des marchés thaïlandais où de petites embarcations en bois se faufilent dans d'étroits canaux, les marchés vietnamiens sont généralement installés à des endroits où le fleuve est large. Les marchés débutent généralement tôt le matin pour éviter la chaleur de la mi-journée. Il faut également compter avec la marée car les plus grosses embarcations doivent attendre que l'eau soit suffisamment haute pour naviguer. Les grossistes arrivent avec les plus grosses embarcations pleines à craquer. La marchandise est transbordée sur de plus petits bateaux qui alimentent les marchés locaux. Ici, au milieu de ce mouvement perpétuel, le Mékong donne vraiment l'impression d'être une artère essentielle de la vie économique du Sud. Les marchands dressent de longues perches sur leurs bateaux afin que l'on puisse identifier les produits qu'ils vendent. La profusion de denrées alimentaires sur tout le delta est liée à la présence du fleuve. Formé par les limons, le delta ne cesse par un processus permanent de sédimentation de gagner du terrain sur la mer à raison de 80 mètres par an. Le fleuve est si large que la marée se produit 2 fois par jour. Outre les nombreuses rizières et fermes de pisciculture, les riches terres fertilisées produisent des fruits, des noix de coco et de la canne à sucre. La région du delta, essentiellement rurale, est l'une des plus peuplées du Vietnam et quasiment chaque hectare se voit soumis à une agriculture intensive. Le Mékong est l'un des plus grands fleuves du monde et son delta l'un des plus vastes. La vie dans une plaine inondée régulièrement n'est pas sans poser des problèmes aux habitants. Les maisons sont construites sur pilotis pour se protéger de la montée des eaux. Les déplacements s'effectuent en bateau sur des milliers de canaux qui doivent être régulièrement dragués pour rester navigables. La fabrication de crêpes de riz est une activité traditionnelle. Elles servent à la fabrication des rouleaux de printemps et des nems que l'on fait frire. Les crêpes de riz sont cuites à la vapeur par un système de brasero alimenté par de la paille de riz. En langue indienne ancienne, riz se dit dania, ce qui signifie soutien de la race humaine. Ce mot décrit également bien l'importance du riz pour les Vietnamiens. Selon une légende locale, il fut un temps où le riz n'avait pas besoin d'être récolté. On le sollicitait par des prières et il était envoyé du ciel dans chaque foyer sous la forme d'une grosse balle. Un jour, un homme demanda à sa femme de balayer le sol en prévision de l'arrivage du riz. Mais lorsque l'énorme balle surgit, elle balayait encore et la heurta malencontreusement, la brisant en 1000 morceaux. Depuis ce jour, les Vietnamiens doivent travailler dur et récolter le riz à la main. Nous entamons notre remontée vers le nord en direction de la région des hauts plateaux du centre. À Dala, nous arrivons à la pagode Lam Thi, dont le portique est l'œuvre de son unique bonze Vien Thuc, un homme cultivé qui a fait fortune en peignant des tableaux instantanés qu'il vend pour quelques dollars.
Il est toujours là pour bénir les visiteurs de passage comme les pratiquants de la ville. Ce travailleur acharné et un peu excentrique passe pour l'homme le plus riche de la région. Il a planté des massifs de fleurs et aménagé des jardins de différents styles, dont un jardin japonais parsemé de bonsaïs. Des allées ombragées et des tonnelles complètent l'ornementation de ce lieu imprégné de sérénité. Joyau des hauts plateaux, la région de Dala est parsemée de lacs, de cascades, de jardins et de forêts. Son climat frais et la nature magnifique en font une destination les plus agréables du Vietnam. Dala était jadis réputée pour la chasse au gros gibier. La chasse fut si bonne que la plupart des grosses espèces ont disparu. Maintenant protégés, les crocodiles peuvent dormir tranquillement au soleil. À l'occasion de superbes randonnées dans les forêts, vous pourrez remonter les rivières et découvrir de nombreuses cascades. Dala a conservé les traits d'une ancienne ville coloniale. Sa cathédrale à l'architecture tarabiscotée fut terminée en 1942 pour les résidents et les vacanciers français. La gare du train à crémaillère témoigne aussi de ce passé colonial flamboyant. Une vieille locomotive à vapeur russe est exposée à l'intérieur. La crémaillère, qui reliait depuis 1928 Dala à Thap Cham, a été réouverte à des fins touristiques pour des destinations proches. Ici, on peut visiter la magnifique pagode de Linh Phuoc, dont la construction s'est achevée en 1952. Un immense dragon garde les lieux. À l'intérieur, le Bouddha, assis devant l'arbre de l'éveil, est auréolé de 5 tubes néons. Il est 4 heures et les rues du village s'animent avec la sortie de l'école. Si chez nous le covoiturage a du mal à se développer, ici, les motos font office de transport en commun. Et pour les moins chanceux qui doivent compter sur leurs 2 jambes, le retour à la maison n'est pas si triste que ça. Il y a une boutique de bonbons sur le trajet. Le jour se lève sur le lac Xuan Vuong, au cœur de Dala. Le lac tient son nom d'une poétesse vietnamienne du XVIIe siècle, réputée pour ses attaques virulentes contre les conventions sociales. Dala n'a pas usurpé sa réputation de joyau des hauts plateaux. La brume qui s'élève laisse apparaître un décor absolument magnifique où transparaît une vision un brin nostalgique du Vietnam. Dala cultive son passé colonial, son atmosphère surannée. La présence française du temps de l'Indo est encore palpable. Dala abrite de somptueuses demeures, dont la villa d'été de l'empereur Bao Dai. Durant la guerre du Vietnam, la ville fit l'objet d'un accord tacite qui lui épargna attaques et bombardements. Les officiers sud-vietnamiens s'entraînaient à l'académie, tandis que les notables du régime de Saigon se reposaient dans leurs villas et que les dignitaires vietcong en faisaient autant dans leurs résidences toutes proches. La ville se rendit aux troupes nord-vietnamiennes le 3 avril 1975. En remontant vers les monts Lang Bian, on pénètre un monde de forêts où vivent de nombreuses minorités ethniques, comme les Lates. Ils peuplent cette région et tentent de maintenir vivantes des traditions ancestrales. Souvent alliés aux Américains pendant la guerre, le gouvernement vietnamien leur fit payer cher leur rêve d'émancipation. Les maisons lattes sont bâties sur pilotis et les murs sont faits de planches. Krajamai a appris le français avec des missionnaires dans les années 50 et se souvient d'une époque où les lattes étaient libres. Les poteaux colorés. Le poteau coloré, c'est la mémoire du passé. Cela veut dire qu'avant d'être chrétiens, nous étions animistes. Nous avions beaucoup de dieux, les tigres, les éléphants et bien d'autres animaux. Pour les honorer, nous avions tué un buffle avec le poteau coloré. Ces montagnards vivent très chichement de la culture du riz.
Ils n'apprécient guère les Vietnamiens et revendiquent leurs terres ancestrales et le fait de pouvoir pratiquer leur ancienne religion. En réponse, le gouvernement mène une politique d'intégration forcée en établissant des Vietnamiens de souche dans ces régions. Les Lattes, comme de nombreuses minorités du plateau central, sont condamnées à une vie de misère. La broderie sur soie est un art vietnamien très populaire. Des centres d'artisanat spécialisés exposent les plus belles pièces qui se vendent à des prix élevés. Capitale de la province de Can Hoa, Nha Trang exhibe un magnifique bord de mer, l'un des plus réputés du Vietnam. Un impressionnant port de pêche abrite des bateaux multicolores qui mouillent ici à marée basse. Sur les quais, du poisson sèche au soleil. Les pêcheurs vont en mer la nuit essentiellement, la journée étant plutôt consacrée au repos et à la maintenance du matériel. Beaucoup de pêcheurs utilisent encore la tong, une barque traditionnelle ronde fabriquée à partir de bambous tressés. Les plus fortunés possèdent de petits chalutiers. Les îles autour de Nha Trang abritent de nombreuses fermes piscicoles qui sont à la fois des lieux de travail et de vie pour les nombreux pêcheurs de la région. Ces aquariums naturels regorgent de la grande diversité d'espèces que l'on trouve dans ces eaux. Les tangs sont le moyen de transport indispensable pour se rendre d'une ferme à l'autre. Certaines îles sont de véritables havres de paix. Dans la Ninh Van Bay, un somptueux complexe de villas aux toitures en bois permet de séjourner ici et de profiter de la beauté de ce bord de mer où les journées passent tranquillement au rythme du va-et-vient des bateaux de pêche. Juste en face de Nha Trang, On Mi est une île où vivent et travaillent de nombreux pêcheurs. À l'heure de la pause, ou en attendant la marée, les pêcheurs se livrent à leur jeu préféré, les dominos. Mais ce monde donne l'impression d'un mouvement perpétuel où il y a toujours quelque chose à faire. Sur le quai, un homme veille à ce que les tangs soient parfaitement étanches. Elles sont séchées au soleil, puis le bambou tressé est enduit d'un mélange à base d'huile de palme et de sucre. Cette mélasse est particulièrement efficace pour prévenir des infiltrations d'eau et naviguer au sec. On Mi est une île vivante et authentique où l'on partage ici l'existence de ces gens de la mer de la côte vietnamienne. À l'écart de la lagune, on découvre d'incroyables édifices religieux de la dynastie Chan. Le site de Po Nagar fut édifié entre le 7e et le 12e siècle sur un lieu de culte hindou remontant au 2e siècle. Aujourd'hui, les bouddhistes chinois et vietnamiens viennent prier et faire des offrandes. Les tours abritent le sanctuaire de Yangino Po Nagar, déesse du clan Dua, qui régna sur le sud du royaume Cham. De l'autre côté de la ville, la pagode Lon Son mérite le détour. Édifiée à la fin du 19e siècle, elle abrite un Bouddha couché.
Au sommet de la colline, un énorme Bouddha blanc de 14 mètres de haut, assis sur une fleur de lotus, domine la ville, offrant un point de vue superbe sur la baie. Ces paysages invitent à la relaxation. À Nha Trang, on peut profiter de nombreux soins traditionnels. On y enseigne aussi la méditation. C'est une bonne manière d'appréhender ces cultures asiatiques où le corps et l'esprit doivent fonctionner ensemble et harmonieusement. Certains centres proposent des séances en musique accompagnées d'instruments traditionnels. Dans la médecine traditionnelle vietnamienne, de nombreuses maladies sont attribuées à des vents pernicieux. La pose de ventouse est un moyen de combattre ces mauvaises brises. C'est un soin que l'on pratique aussi dans les familles. Le Cop-In permet d'éliminer le stress et les toxines, sans laisser de traces sur le corps. C'est issu de la médecine traditionnelle. Un séjour à Nha Trang ne serait pas complet sans une petite visite au Moi Market, le marché aux poissons. On se retrouve là dans l'une des plus extraordinaires poissonneries du monde. Le nombre d'espèces est absolument impressionnant. Tout ce qui vit dans l'eau et qui peut être mangé se trouve ici. Les confrontations peuvent être surprenantes et un occidental aura peut-être un peu de mal à imaginer que certaines de ces bestioles pourraient se retrouver dans son assiette. Da Nang s'étend sur la rive ouest du fleuve Han. La ville est bordée d'un côté par la mer et de l'autre par 5 grosses montagnes de marbre. Mais aujourd'hui, la majorité du marbre utilisé au Vietnam est importé de Chine afin d'éviter l'extraction massive qui nuirait au tourisme et détruirait les montagnes. Chacune d'entre elles représente un élément de la cosmologie orientale: eau, bois, feu, métal, terre. Tuy Son, l'eau, renferme de nombreuses grottes naturelles où, au fil des siècles, furent édifiés des sanctuaires hindous, puis bouddhiques. Une grande grotte en forme de cheminée abrite un sanctuaire. Au bout d'un couloir, 2 mandarins gardent l'entrée. Encore quelques mètres et le spectacle est saisissant. On débouche dans l'immense grotte de Huyen Khon, qui abrite plusieurs hôtels bouddhiques et confucéens. Pendant la guerre, cette grotte a servi successivement de cachette pour le soldat Viet Minh et ensuite d'hôpital. Sur le versant sud de Tuy Son se trouve le hameau de Non Nuoc. C'est ici que des artisans réalisent de magnifiques sculptures de marbre. Un travail impressionnant qui rencontre un grand succès auprès d'une clientèle asiatique. À proximité des montagnes de marbre se trouve une gigantesque plage. China Beach, qui doit son nom à une série TV américaine. Pendant la guerre, les soldats américains étaient parachutés ici pour quelques heures ou quelques jours de repos. Pour certains, le pique-nique de China Beach était le dernier repas avant le retour au combat en hélicoptère. Véritable musée vivant, Hoi An est une ville portuaire. Elle déborde de charme et son cadre enchanteur invite à la flânerie. Connue sous le nom de Phai Pho au temps des premiers marchands occidentaux, elle fut du XVIIe au XIXe siècle l'un des principaux ports internationaux d'Asie du Sud-Est.
Cependant, à la fin du 19e siècle, l'essor d'autres ports au Vietnam marqua le déclin de Hoi An. La conséquence de ce désintéressement économique figea l'aspect de la ville et la préserva d'une expansion mal maîtrisée, comme hélas beaucoup de villes au Vietnam et dans le reste de l'Asie. Hoi An exhale un parfum d'histoire et de culture et entretient l'illusion d'un temps suspendu. La vieille ville s'étend sur les berges du fleuve Thu Bon. C'est ici que l'activité est la plus intense avec son marché flottant. Déambuler dans ce labyrinthe, humer les odeurs, regarder les visages, écouter ce bourdonnement incessant, observer cette vie ordinaire, vous fait toucher un des versants du Vietnam d'aujourd'hui où une partie importante de la population mène une existence traditionnelle et pas toujours facile. Chaque année, la saison des pluies en octobre et novembre apporte son lot de crues. La plus importante, en 1964, a complètement englouti les maisons du bord de mer. Sur la petite île de Cam Ki, ce couple a tout perdu dans les dernières inondations. Ici, ce genre de désagrément semble faire partie de l'ordre des choses. Cam Kim est connu pour ses ébénistes. La plupart des ornementations des bâtiments et des sculptures que l'on trouve à Hoi An sont réalisées ici. La maison Tran Ki, construite il y a 2 siècles pour un riche marchand vietnamien, illustre tout le talent des ébénistes de la région. Son agencement révèle les influences japonaises et chinoises sur l'architecture locale. Le plafond est soutenu par 3 poutres de tailles différentes. De certaines colonnes pendent des poèmes chinois inscrits en nacre incrusté. Le bestiaire mythologique et légendaire est de toute beauté. À l'extérieur, les murs ont gardé les traces de la dernière inondation. Mais après quelques semaines, les rues sont à nouveau propres et rien ne rappelle la violence du phénomène. Classée depuis 1999 au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'ancienne cité de Hoi An bénéficie d'une réglementation qui s'efforce de préserver son patrimoine en ouvrant au public les monuments historiques et culturels et en limitant le trafic des véhicules motorisés. Dans ces conditions, Hoi An a des chances de conserver cette atmosphère paisible qui fait son charme et sa réputation. En sortant de la ville, la campagne offre ses paysages de rizières, où les paysans s'affairent à remettre les parcelles en état après les inondations. Les champs d'hyacinthe ont également été dévastés. À défaut, on y pêche encore. Qua Dai se trouve à 5 km de Hoi An. Bordée de palmiers, la plage fait 30 km de long et se prolonge jusqu'à Da Nang. Les promenades sont très agréables. On trouve ici quelques familles de pêcheurs qui n'hésitent pas à sortir avec leurs tongs pour franchir la barre. Quittant Hoi An, nous empruntons le col des nuages pour basculer sur l'autre versant vers Lang Co et sa lagune. Bordée de palmiers, Lang Co est une agréable plage de sable fin semblable à une île. Elle fait face d'un côté à un lagon d'eau bleu turquoise et de l'autre à la mer de Chine. Les splendides paysages de Lang Co sont visibles au nord du col de Hai Van.
Ici aussi, le temps semble s'être arrêté. Côté mer, les pêcheurs conservent des méthodes et des embarcations ancestrales. Côté terre, les rizières où les hommes et les buffles travaillent durement. Tout ici délivre des images d'un Vietnam qu'on croirait éternel. Dans les rizières, les habitants pratiquent toujours une méthode de pêche traditionnelle qui consiste à taper sur des bambous pour faire fuir le poisson et le diriger vers des filets. À l'approche de Vinh Yen, on croise d'étranges constructions. Il s'agit de tombeaux et de temples familiaux. À la fois spacieux, opulents et colorés, les familles rivalisent d'ingéniosité pour offrir les plus beaux bâtiments à leurs ancêtres. Les Vietnamiens appellent cet endroit la Cité des tombeaux. Cette île a vu l'exode de nombreux boat people. Ce sont aujourd'hui les Vietnamiens d'outre-mer qui financent ces édifices étonnants. Dans la région de Hue, l'ancienne capitale impériale, le culte des morts prend une dimension encore plus spectaculaire. Le majestueux tombeau de Thu Duc, édifié entre 1864 et 1867, trône au milieu des frangipaniers et des pins. Thu Duc fut enterré dans ce monument harmonieux qu'il avait dessiné lui-même. La dépense fut énorme et les ouvriers enrôlés de force. Thu Duc, dont le règne fut le plus long de la dynastie des Nguyen, vivait dans un luxe démesuré. Malgré ses 104 épouses et ses innombrables concubines, il ne laissa aucune descendance, probablement devenu stérile après avoir contracté la petite vérole. Autre tombeau impressionnant de cette vallée des rois vietnamienne, celui de l'empereur Khai Dinh, qui régna de 1916 à 1925. La construction du tombeau impérial dura plus longtemps que son règne. 11 années furent nécessaires à son achèvement en 1931. Ce tombeau se distingue des autres sépultures impériales de Hue en ce qu'il marie éléments vietnamiens et européens. Ce mélange culturel est même visible sur les visages eurasiens des mandarins en pierre, représentant les gardes d'honneur. Ce tombeau, entamé au cours de la période coloniale, illustre le déclin culturel vietnamien. Hue est l'ancienne capitale impériale. Elle est de fait un centre culturel et religieux de premier plan. Les magnifiques tombeaux de la dynastie Nguyen attirent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Sans le tourisme, les sites culturels de Hue seraient probablement tombés dans l'oubli car jugés politiquement incorrects par le gouvernement communiste. La construction de la citadelle entourée de douves sur un périmètre de 10 km fut entamée en 1804 sur un site choisi par les géomanciers de l'empereur Jialong. La cité impériale, située dans la citadelle, est elle-même protégée par un canal et par des murs en briques de 6 mètres de haut. À l'intérieur de la citadelle, beaucoup de bâtiments ont été détruits lors de l'offensive du Tet en 1968. Ces monuments témoignent du faste qui entourait la dynastie des Nguyen, qui régna et renforça l'unité du pays pendant 1 siècle et demi jusqu'à la colonisation française. À Hanoï, Ho Chi Minh, le héros de l'indépendance, n'a rien à envier aux empereurs du passé. La dernière demeure de Oncle Ho établit le culte du personnage. Son mausolée est le monument le plus visité du Vietnam. Il est fermé au public 3 mois par an, pendant lesquels le corps momifié de Ho Chi Minh est envoyé en Russie pour y subir des soins d'entretien.
Le quartier du palais présidentiel est constitué d'anciennes demeures coloniales, occupées aujourd'hui par les ambassades et les états-majors des armées. Le palais lui-même occupe une demeure coloniale de 1906, magnifiquement restaurée, qui était jadis le palais du gouverneur général d'Indochine. La pagode au pilier unique est un lieu vénéré de Hanoï. Tout en bois, elle repose sur un pilier de pierre. Détruite par les Français en 1954 avant qu'ils n'abandonnent la ville, elle fut reconstruite par le nouveau gouvernement. Dotée d'une grâce intemporelle, la capitale du Vietnam supporte mieux le passage des ans que nombre de ses contemporaines asiatiques. Après la partition du Vietnam en 1954, Hanoï tomba dans un profond sommeil dont elle ne sortit que 40 ans plus tard grâce au baiser des réformes économiques. Merveilleux exemple d'architecture coloniale française, Hanoï a échappé aux sortilèges maléfiques des bombes américaines et de l'urbanisation à la soviétique. Très animée, la vieille ville fourmille d'activités commerciales depuis 800 ans. C'est l'endroit idéal pour prendre le pouls de cette ville renaissante. Les métiers et les commerçants sont regroupés par activité. Forgerons, zingueurs, ferblantiers, miroitiers. Une rue entière est consacrée au bambou. Ailleurs, on trouvera toutes les lanternes peintes qui illuminent les différentes fêtes du calendrier. Ici, on peut voir les fantastiques spectacles de marionnettes sur l'eau. À l'origine, il s'agissait d'un passe-temps des paysans du Nord travaillant dans les rizières. Ils auraient considéré la surface de l'eau comme une scène toute trouvée, ou bien, après une inondation du delta du fleuve Rouge, ils auraient adapté le spectacle de marionnettes traditionnelles. Quoi qu'il en soit, cet art millénaire a gardé toute sa magie. Au cœur de Hanoï, le lac Hoan Kiem est un merveilleux plan d'eau. Les abords connaissent une grande activité dès 6 heures du matin. Les habitants du quartier venant pratiquer le traditionnel tai chi, faire du jogging ou jouer au badminton. Mêlant sérénité asiatique et élégance parisienne, Hanoï cultive les paradoxes dans un pays communiste où les boutiques des quartiers chics affichent le dernier cri de la mode internationale. Ici encore plane la nostalgie de l'époque coloniale avec des immeubles superbes à la décoration française et il suffit de tirer les rideaux pour se croire à Paris. Donnant sur le lac, l'opéra prolonge la balade sur des airs de Paname. Heureusement, on trouve aussi à Hanoï de magnifiques monuments d'architecture traditionnelle. À 2 km du lac Hoan Kiem, le temple de la littérature est un vrai havre de paix. Édifié en 1070 par l'empereur Li Tantong, il fut dédié à Confucius afin d'honorer les lettrés et les grands écrivains. Ici fut inaugurée en 1076 la première université du Vietnam, destinée à l'instruction des fils de mandarins. Quittant Hanoï, nous remontons vers le nord-ouest du pays où l'on trouve les plus extraordinaires paysages. Ces contrées montagneuses abritent également des minorités ethniques, dont le mode de vie, pour certaines, est resté inchangé depuis des générations, malgré les influences extérieures. Depuis leur migration de Chine au XIXe siècle, les Hmong sont devenus l'une des plus importantes communautés ethniques du pays. Ils vivent en altitude où ils élèvent des animaux, cultivent le riz et des plantes médicinales dont l'opium.
ils se divisent en plusieurs sous-groupes. Les Hmong noirs, blancs, rouges, verts et fleurs, visibles par de subtiles variations de leurs costumes traditionnels. Mais leur culture ancestrale est fragile et leur mode de vie est en train d'évoluer rapidement. Le gouvernement tente de sédentariser les tribus avec les écoles comme point d'ancrage. La langue et l'éducation deviennent aussi des moyens d'intégration sans tenir compte de la spécificité de ces populations. Cependant, le sentiment identitaire reste fort, même parmi les jeunes qui, dans les détails vestimentaires, traduisent leur attachement à leur culture et leurs traditions. Un élément important de la tenue, ces guêtres montantes que l'on lace autour du mollet. Nous, les Hmong, nous devons les porter car nous n'avons pas de pantalon. Et lorsque nous allons en montagne, c'est une bonne manière de se protéger des serpents et des moustiques. Les vêtements traditionnels, beaux et bon marché, sont teints à l'aide de produits naturels qui ne sont pas fixés. La plupart des tissus sont donc susceptibles de déteindre sur tout ce qu'ils touchent, d'une étrange couleur bleu-vert. Il suffit de regarder les bras et les mains des Hmong pour s'en convaincre. Pour ces minorités, la vie a toujours été difficile. Leur récolte la plus fructueuse est l'opium, denrée qui n'a jamais fait bon ménage avec les autorités vietnamiennes. La vietnamisation ne fait qu'envenimer les choses. Un tourisme fondé sur le respect de ces cultures pourrait apporter un élément de réponse pour la survie et le développement de ces régions. Presque quotidiennement, les montagnards des environs endossent leurs costumes les plus chatoyants et font route vers le marché de Sapa. Le charme de Sapa réside dans la rencontre entre les minorités Hmong et Dao, les mieux représentées de la région. Très pauvres, ces montagnards s'initient cependant assez vite à la libre entreprise. La majorité d'entre eux n'ayant pas été scolarisés, vous serez surpris de la manière dont les plus jeunes parlent l'anglais et le français. Il est difficile de venir au Vietnam sans aller vers les baies légendaires du golfe du Tonkin. Baignée par le fleuve Rouge et la mer, la région fertile du Nord est le berceau de la civilisation vietnamienne. La relation historique houleuse entre le Vietnam et la Chine est née en ces lieux. L'île de Cat Ba est une première étape vers ces baies paisibles et dont les plages sont malheureusement l'enjeu de tractation pour y installer des hôtels. En revanche, à l'intérieur de l'île, les autorités ont eu la bonne idée de créer une réserve naturelle qui abrite plusieurs espèces endémiques. Des oiseaux, des mammifères, des plantes médicinales, des bois rares et des milliers de papillons peuvent vivre ici tranquillement. Notre aventure nous conduit irrémédiablement vers l'un des plus beaux paysages du monde. Imaginez 3000 îles sortant des eaux vert émeraude du golfe du Tonkin. La baie d'Along constitue la merveille du Vietnam. Voici ce qu'en disait un voyageur chinois en 1668. L'apparence de ces pains de sucre déroute notre imagination.
Parfois, si vous les contemplez, elles vous offrent l'aspect d'animaux sauvages ou de farouches guerriers assis. Along signifie là où le dragon descend dans la mer. Selon la légende, la montagne aurait abrité un énorme dragon qui, courant un jour vers la mer, créa avec les battements de sa queue les vallées et les crevasses. Lorsqu'il plongea dans l'eau, les trous s'emplirent, ne laissant entrevoir que quelques terres émergées. Le dragon qui donna naissance à la baie relève peut-être de la légende, mais les marins prétendent néanmoins y avoir aperçu une créature marine mystérieuse connue sous le nom de Tarasque. Les militaires les plus parano affirment qu'il s'agirait d'un sous-marin espionnant pour le compte des impérialistes. Les voyageurs excentriques croient y voir la version vietnamienne du monstre du Loch Ness. Pendant ce temps, le monstre continue de hanter la baie, échappant pour l'instant avec succès à la police maritime et aux douaniers. Cette baie a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1993. Une deuxième inscription a été récemment demandée par les autorités vietnamiennes afin de statuer sur sa valeur écologique. Cela sous la pression de la communauté scientifique internationale et dans le but de la préserver de la pollution qui guette le bas des falaises. La succession de bateaux hôtels venus passer la nuit dans la baie n'est pas sans danger. Ce dragon est vraisemblablement le véritable esprit du Vietnam, mystérieux, insaisissable, jouant des méandres d'une histoire difficile pour ressurgir là où on ne l'attend pas, prêt à tout instant à cracher le feu, sans oublier de nous séduire sans cesse.